Bonjour et bienvenue à la présentation de la formation de Santé publique Ontario, Prévenir la pandémie silencieuse, gestion des antibiotiques et COVID-19. Je m'appelle Jenny Robertson, je suis gestionnaire à Santé publique Ontario et j'ai le plaisir d'animer la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer, voici quelques points d'ordre logistique. Zoom vous permet de personnaliser votre propre vue. Vous pouvez le faire dans le coin droit de votre écran. Pour poser des questions pendant la séance, veuillez utiliser la fenêtre de questions. Nous répondrons aux questions à la fin de la présentation. La fenêtre de clavardage est désactivée pour limiter les distractions pendant la présentation. En cas de problème technique pendant la séance, veuillez envoyer un courriel à events@oahpp.ca. En tant que modératrice de la séance, je n'ai aucun conflit d'intérêt potentiel à déclarer. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les présentateurs d'aujourd'hui, Valérie Long et Bradley Langford. Valérie est responsable du programme de gestion des antimicrobiens à Santé publique Ontario. Elle travaille avec une équipe multidisciplinaire et des partenaires externes pour faire progresser la gestion des antimicrobiens dans le système de santé. Elle est aussi pharmacienne clinicienne à l'hôpital Michael Garron du Toronto East Health Network, où elle participe à des initiatives locales d'amélioration de la qualité. Bradley Langford est pharmacien conseil du programme de gestion des antimicrobiens de SPO. Il est aussi pharmacien responsable de la gestion des antimicrobiens à l'Hôtel Dieu Shaver, un centre de réadaptation à St. Catharines, en Ontario. Brad est pharmacien en maladies infectieuses certifié par le Conseil qui s'intéresse à la résistance aux antimicrobiens et aux interventions visant à modifier les comportements dans la prescription d'antimicrobiens. Je cède maintenant la parole à Val. Bonjour et merci de vous joindre à nous. Je sais que c'est une période très occupée. Je vais parler aujourd'hui de la gestion de la COVID-19 et de certains des travaux que nous avons réalisés en ce qui concerne l'examen rapide et la méta-analyse en lien avec ce sujet. Ensuite, Brad parlera de certaines des implications plus pratiques de ce qu'on a appris. Avant de commencer, je veux reconnaître que cela a été et continue d'être un énorme effort d'équipe. Je remercie l'équipe d'études qui comprend Miranda So, Sumit Ribaran, Duncan Westwood, Jean-Paul Soucy, Derek McFadden et Nick Daneman. Notre présentation d'aujourd'hui vise à expliquer les implications potentielles de la COVID-19 sur la résistance aux antimicrobiens, ou RAM, à examiner les constats de 2 examens rapides et d'une méta-analyse sur l'infection bactérienne et la prescription d'antimicrobiens parmi les cas de COVID-19, et à examiner les stratégies de gestion des antibiotiques sur le plan individuel et collectif. Commençons par une question. Quelle sera l'incidence nette de la COVID-19 sur la résistance aux antimicrobiens? Y aura-t-il une augmentation de la RAM, aucun changement, une diminution, ou vous n'êtes pas sûr? Je vous donne 1 minute pour voter. J'espère que tout le monde a eu l'occasion de voter. On peut peut-être examiner les résultats. Bon, très intéressant. Les 3/4 d'entre vous pensent que cela se traduira par une augmentation de la RAM et le reste a choisi les autres catégories. Nous verrons ce que vous en pensez après cette présentation. La RAM a fait les manchettes dans la presse, tant dans la presse non spécialisée que dans les médias scientifiques, en tant que menace potentielle en raison de la COVID-19. Il y a beaucoup de facteurs, mais c'est surtout fondé sur la crainte d'une surutilisation potentielle des antibiotiques qui entraînerait une pression sélective pour la RAM. En réalité, la surutilisation des antibiotiques n'est peut-être que l'un des divers facteurs susceptibles d'avoir un impact sur la RAM dans le contexte de la COVID. Il y a beaucoup de débats sur la directionnalité de la RAM.
à savoir si elle augmentera ou diminuera en raison de la COVID-19. D'une part, on reconnaît que certains facteurs pourraient favoriser la réduction de la RAM, du moins à court terme, particulièrement les mesures de santé publique, comme la distanciation physique et l'hygiène des mains, qui aideront à réduire la transmission des organismes de la RAM. Et puis la diminution des taux de grippe et les changements dans l'utilisation des soins de santé, comme la réduction des interventions électives, pourraient en fait réduire la prescription d'antibiotiques. En fait, les premières données provenant de plusieurs pays, y compris le Canada, ont montré que la prescription d'antibiotiques a diminué pendant la pandémie, probablement en raison de changements dans la recherche de soins pour les infections des voies respiratoires. Par contre, plusieurs facteurs importants pourraient faire augmenter la RAM, surtout à long terme. Plus précisément, on craint que la co-infection bactérienne chez les patients atteints de la COVID-19 augmente l'utilisation d'antibiotiques pour quelques raisons. D'abord, il est très difficile sur le plan clinique de faire la différence entre l'étiologie bactérienne et virale de façon empirique. Ensuite, historiquement, avec d'autres infections virales comme la grippe, le risque de co-infection bactérienne s'élève jusqu'à 30 chez les patients gravement malades. Il n'est donc pas déraisonnable ou rare que des antibiotiques soient utilisés chez les patients, même si on sait que la COVID-19 est une maladie virale. De plus, la COVID-19 a touché de façon disproportionnée des régions qui étaient déjà historiquement aux prises avec la RAM. Cela pourrait donc aggraver le problème. Ensuite, la COVID-19 a été une sorte de situation où tout le monde travaille sur le terrain et où beaucoup d'entre nous sont réaffectés à différentes activités. Ainsi, les gens qui se consacrent normalement aux activités de surveillance et de gestion de la PCI font d'autres travaux liés à la pandémie. Ils ne se concentrent donc pas autant sur certaines de ces activités. Compte tenu de certains de ces facteurs, il n'est pas facile de prévoir l'incidence globale de la COVID-19 sur la RAM à long terme. Mais comme notre groupe s'intéresse particulièrement à l'aspect gestion de l'équation, on a décidé d'examiner de plus près le premier point sous la rubrique « La RAM augmentera-t-elle? » On veut vraiment comprendre la prévalence de la co-infection et du recours aux antibiotiques chez les patients atteints de la COVID-19. Pour y arriver, on a décidé d'effectuer quelques examens rapides pour déterminer ou estimer la prévalence d'infections bactériennes chez les patients ayant la COVID-19 et pour essayer d'identifier les organismes respiratoires co-infectants les plus courants chez ces personnes. Puis, on a fait un deuxième examen rapide pour déterminer la prévalence de la prescription d'antibiotiques et réfléchir aux prédicteurs du recours aux antibiotiques chez les patients ayant la COVID-19. Pour ce faire, on a développé deux examens rapides. Ils sont très semblables, mais leur objectif est légèrement différent. Les méthodes étaient très semblables. Les critères d'inclusion étaient des études évaluant les gens ayant une infection au SRAS-CoV-2 confirmée. On a examiné tous les milieux de soins de santé et groupes d'âge. On a exclu les petites études de cas ou les séries de cas de moins de 10 patients et les articles d'examen. Dans le cas de l'examen rapide de la co-infection, on voulait que les études indiquent le nombre de patients ayant une infection bactérienne respiratoire, plus ou moins une bactériémie. Pour l'examen de la prescription d'antibiotiques, on a seulement inclus des études indiquant le nombre de patients à qui on avait prescrit des antibiotiques. La méthodologie de recherche. On a eu l'aide d'une spécialiste en documentation médicale. Les dates de la recherche figurent ici. La première recherche était jusqu'en avril 2020 et la deuxième jusqu'en juin. On a utilisé des concepts de recherche généraux. On a aussi inscrit les protocoles à Prospero, une base de données internationale d'examens systématiques prospectivement enregistrés. Pour l'analyse principale de l'examen rapide des infections bactériennes, on voulait comprendre la prévalence globale, mais on a aussi fait la stratification selon la co-infection. On définit la co-infection comme étant au moment de la consultation initiale et l'infection secondaire comme survenant pendant l'évolution de la maladie. Les infections nosocomiales classiques ou acquises à l'hôpital étaient de nature respiratoire. On a aussi fait la stratification selon la gravité.
L'examen rapide des infections traitées aux antibiotiques s'est penché sur les détails de l'utilisation d'antibiotiques. On a estimé la prévalence globale de la prescription d'antibiotiques. On a aussi stratifié selon la région, la gravité de la maladie et le mois de la fin de l'étude pour voir s'il y avait une tendance au fil du temps, puis on a stratifié selon le groupe d'âge. En termes de statistiques, on a rapporté les proportions de patients ayant une infection bactérienne ou une prescription d'antibiotiques et utilisé des méta-analyses à effet aléatoire. On a illustré les résultats au moyen de graphiques en forêt et évalué l'hétérogénéité avec l'indicateur I-carré, puis mené une méta-régression pour identifier les prédicteurs de la co-infection et de la prescription d'antibiotiques pour les cas de COVID-19 dans l'étude. Je vais d'abord décrire certains des résultats de l'examen rapide sur la co-infection. Voici le diagramme de processus. On a recensé près de 1900 études tirées de la recherche et réalisées entre le 25 décembre 2019 et le 31 mars 2020. On a retenu 24 études après les avoir évaluées en fonction des critères d'admissibilité. La grande majorité des 24 études ont été menées en Asie et concernaient surtout des patients hospitalisés, dont certains faisaient partie d'un groupe gravement malade. La plupart des études portaient sur des patients adultes et 11 études définissaient explicitement la co-infection comme étant la consultation et 6 étaient implicites, donc pas indiquées, de sorte qu'on les a classées comme co-infections. 7 études ont identifié des infections comme étant secondaires. On voit aussi la ventilation de la méthode d'examen bactériologique ici. Dans l'ensemble, dans les méta-analyses à effet aléatoire, une co-infection bactérienne a été identifiée chez 3,5 des patients, tandis qu'une infection bactérienne secondaire a été identifiée chez 14,3 des patients. Si l'on regroupe toutes ces études, cela donne environ 7 des patients qui ont la COVID-19 avec une infection bactérienne concomitante. Lorsqu'on stratifie les patients par population, un indicateur de la gravité de la maladie, l'infection bactérienne était de 5,9 chez tous les patients hospitalisés, contre 8,1 chez les patients gravement malades. Elle est moins fréquente chez les patients hospitalisés dans les services que dans les unités de soins intensifs, mais inférieure à 10 dans les deux cas. Malheureusement, très peu d'études font état des copathogènes bactériens précis. 11 des 24 études ont rapporté des espèces spécifiques, mais cela représentait moins de 14 des patients inclus dans notre étude. Ainsi, même s'il y a une ventilation ici, il est très difficile de l'interpréter vu les faibles chiffres. De plus, comme on avait prévu qu'il s'agirait d'un examen évolutif, on a mis à jour les données jusqu'en juin 2020. Vous pouvez les consulter plus en détail sur le site Web du Toronto Antimicrobial Resistance Research Network, ou TARN. Merci à JP Soucy qui a développé ce tableau de bord pour visualiser les données. Dans le cadre de cet examen rapide, on a aussi examiné la prévalence de la prescription d'antibiotiques, qui était élevée, soit 72 et c'était souvent un large spectre, mais très peu de détails étaient disponibles. Et en tant que gestionnaire des antibiotiques, cela a attiré notre attention en raison du faible taux de co-infection. On a donc décidé d'examiner de plus près l'utilisation des antibiotiques, ce qui nous a mené à notre deuxième examen rapide. Le processus est très semblable. Les données sont mises à jour jusqu'en juin 2020. Le nombre d'études a augmenté et le nombre d'études retenues est passé à 154. Comme il s'agissait de la prescription d'antibiotiques, les critères d'inclusion étaient légèrement différents. Les résultats. Globalement, au moins un antibiotique avait été prescrit à près de 75 des patients atteints de la COVID-19 dans le cadre de l'étude. C'était plus courant chez les adultes plus âgés et ceux qui avaient une ventilation mécanique. La prescription d'antibiotiques était la plus faible en milieu mixte hospitalier et ambulatoire,
à 59 suivie du milieu hospitalier à 75 puis la plus élevée dans les soins intensifs à 87 Des données sur les catégories d'antibiotiques prescrites sont fournies par 28 études, ou environ 18 Les plus courants sont les fluoroquinolones et les macrolides, mais cela diffère selon la région géographique. On a vu une tendance à la réduction de la prescription d'antibiotiques à mesure que la pandémie progressait. Le taux de prescription d'antibiotiques était le plus élevé, à 86 dans les études dont l'inscription ou le suivi a pris fin en janvier 2020 et le plus faible, à 63 dans celles se terminant en avril 2020. En résumé, malgré un faible taux de co-infection bactérienne dans les deux examens rapides, la prescription d'antibiotiques dépassait largement 70 Il y a donc certainement place à l'amélioration. La région géographique ne faisait pas vraiment de différence nette dans la prévalence de la prescription, malgré des différences dans les catégories prescrites, mais dans l'ensemble, l'âge plus avancé et la ventilation mécanique étaient associés à une plus forte prescription d'antibiotiques dans cette population. Je vais passer en revue certaines forces et limitations de notre travail. Les forces: un grand nombre d'études, une vaste région géographique et le fait de réaliser la métarégression aide à quantifier le risque de co-infection et de prescription en fonction des facteurs étudiés. Cela a aidé à cerner des possibilités de gestion des antibiotiques. On veut reconnaître certaines limitations. Un haut degré d'hétérogénéité entre les études, en particulier les différences dans les méthodes de détection des bactéries et même les détails fournis sur la méthodologie. Il était certainement difficile de différencier la véritable infection de la colonisation. Bon nombre des études ont fait état de résultats microbiologiques, sans parler de résultats cliniques, ce qui peut constituer une limitation à prendre en compte. Il y avait un petit nombre d'études portant sur les copathogènes, alors il était vraiment difficile de donner un sens aux chiffres fournis pour ce petit nombre d'études. Et enfin, il manquait des détails sur l'utilisation des antibiotiques. Il est donc difficile de différencier les antibiotiques utilisés de façon empirique à l'admission de ceux utilisés pour traiter les infections secondaires plus tard durant l'hospitalisation. Bien qu'on ait de l'information sur l'initiation aux antibiotiques, il y avait très peu de détails sur la durée, par exemple. Il y a donc beaucoup d'occasions de mieux comprendre les pratiques de prescription. Prochaines étapes: mettre à jour l'examen évolutif sur les co-infections bactériennes chez les patients ayant la COVID-19. On a effectué une recherche actualisée et le nombre d'études a vraiment explosé. On a présélectionné plus de 25 000 études, dont on a recensé environ 100 à 150 pour les inclure. On en est maintenant à l'étape de l'extraction des données de ces études et on espère avoir des résultats sous peu. On sait depuis quelques mois que l'on s'intéresse de plus en plus à la possibilité d'une interaction entre l'utilisation de corticostéroïdes et de tocilizumab et un risque accru d'infection. Cela est inclus dans notre mise à jour et on espère avoir des conclusions précises à ce sujet. Puis, on effectuera une métarégression pour évaluer les prédicteurs d'infection bactérienne chez les patients atteints de la COVID-19. On ajoutera aussi un aspect d'évaluation de la qualité à notre mise à jour. Sur ce, je cède la parole à Brad, qui va parler un peu plus de l'aspect de la gestion en rapport à nos constatations et à la pandémie de COVID-19 en général. Merci beaucoup, Val. Parlons un peu des implications de la COVID-19 pour la gestion des antimicrobiens. Sur la prochaine diapositive, vous verrez, retournons à notre question initiale. Quelle est l'incidence de la COVID-19 sur le recours aux antimicrobiens et la RAM au niveau de la population? Diapositive suivante. Tout d'abord, voici quelques études en milieu hospitalier sur l'utilisation d'antimicrobiens par rapport à l'apparition de la COVID-19. La première étude en haut ici est de Vaughn et collègues et examine un grand réseau d'hôpitaux au Michigan. Leurs résultats étaient assez similaires aux nôtres.
Essentiellement, ils ont trouvé une utilisation très élevée d'antibiotiques. Mais cette étude donne des détails plus précis que l'on n'a pas pu examiner dans la nôtre. Par exemple, la durée de l'antibiothérapie empirique avait tendance à être d'environ 3 jours, ce qui est relativement court. Mais ce qui était plus problématique pour les patients chez qui l'infection bactérienne n'avait pas été confirmée, 65 de ces patients ont reçu une antibiothérapie de plus de 5 jours. Il semble donc que l'utilisation d'antibiotiques pour la COVID-19 n'est pas juste empirique et qu'elle peut se poursuivre plus longtemps que nécessaire. Il y a donc certainement là une possibilité gestion. Pour un hôpital plus large, la deuxième rangée provient d'un seul hôpital en Pennsylvanie. Burley et ses collègues ont constaté que même si l'utilisation d'antibiotiques et le nombre de jours patients ont diminué, l'intensité de l'utilisation d'antibiotiques a augmenté. La phase d'antibiothérapie a augmenté d'environ 8,1 jours par mois. Enfin, dans un centre hospitalier en Espagne, les résultats étaient similaires. Il y avait une hausse biphasique du recours de l'antibiothérapie après le début de la pandémie. Au départ, il s'agissait d'antibiotiques oraux, l'amoxicilline clavulanate, puis il y a eu une hausse plus élevée de l'antibiothérapie à large spectre, c'est-à-dire des agents anti-pseudomonas, généralement utilisés dans les soins intensifs, en raison des recommandations locales et de les utiliser chez les patients ayant la COVID-19. Voilà donc quelques études sélectionnées auprès de certains hôpitaux. Sur la diapositive suivante, on verra que le scénario est un peu différent. Retournons un peu en arrière. Oui, parfait. Une de plus. Alors, la situation dans le contexte communautaire semble être tout à fait différente. Plusieurs très grandes études sur l'ensemble de la population en Écosse, au Canada et aux États-Unis ont constaté une réduction de l'utilisation des antibiotiques de l'ordre de 30 après le début de la pandémie. Et ces réductions, comme mentionné, sont dues en grande partie aux diminutions du recours aux antibiotiques pour infections respiratoires. On n'en connaît pas les raisons, mais cela pourrait être dû aux diminutions que l'on a constatées pour des infections respiratoires autres que la COVID-19, comme la grippe et le rhume. Moins d'antibiotiques pour des situations où ils n'auraient pas dû être utilisés au départ, mais c'est peut-être aussi dû au fait que les patients ayant des infections respiratoires pendant la pandémie ont moins recours aux soins. Par contre, une étude de Shah et de ses collègues a relevé que la prescription d'antibiotiques dentaires a peut-être augmenté dans certains contextes en raison d'un accès restreint aux soins dentaires pendant la pandémie. Donc, au Royaume-Uni, les prescriptions dentaires ont augmenté d'environ 25 après le début de la pandémie. Cela reflète fort probablement une prescription inappropriée, vu l'importance de la prise en charge chirurgicale et l'absence de rôle des antibiotiques pour gérer la plupart des infections antidontiques. Cela dit, on ne sait pas vraiment quelle direction générale prendront l'utilisation d'antimicrobiens et la résistance aux antimicrobiens en raison de la COVID-19. Mais il est probable que ça se rapportera au contexte et le contexte hospitalier sera plus préoccupant. Diapositive suivante. On a parlé des défis liés à la surutilisation des antibiotiques chez les patients ayant la COVID-19. Avant de passer aux recommandations, on a une question de sondage. Quelles approches pouvons-nous utiliser pour réduire l'utilisation d'antimicrobiens chez les patients ayant la COVID-19? Éviter l'usage empirique chez les patients à faible risque, réévaluer le recours aux antibiotiques après 48 heures, restreindre le recours aux antibiotiques chez les patients ayant la COVID-19 ou toutes ces réponses, ou seulement A et B. Prenez 10 ou 20 secondes pour répondre. Voyons maintenant les résultats.
Très intéressant. B est la réponse la plus courante, avec 64 puis toutes ces réponses. Donc, si vous avez répondu A et B, c'est la réponse la plus exacte. Il est raisonnable d'éviter l'usage empirique chez les patients présentant de faibles risques d'infection bactérienne. On a constaté que beaucoup de patients ont généralement un faible risque de co-infection. Il est approprié de réévaluer le recours aux antibiotiques après 48 heures chez ceux qui ont commencé à les prendre. Mais la restriction des antibiotiques n'est pas toujours réalisable, étant donné qu'il faudra utiliser des antibiotiques pour certains patients, même si ce n'est pas très souvent. Diapositive suivante. Quelles sont les lignes directrices sur la prescription d'antibiotiques chez les patients ayant la COVID-19? Comme Val l'a mentionné, ce n'est pas une tâche facile. Il n'est pas toujours facile de savoir qui doit recevoir des antibiotiques. Le tableau clinique ne permet pas toujours de faire la différence entre les personnes ayant une infection bactérienne ou une infection virale, ou les deux. Des éléments comme les tests diagnostiques rapides peuvent être utilisés pour aider à accélérer l'identification du pathogène en cause, le cas échéant. Mais que faisons-nous entre-temps, en attendant les résultats des tests? J'ai résumé ici ce que disent la plupart des lignes directrices locales et mondiales à ce sujet. Les X rouges indiquent les situations où la prescription d'antibiotiques empiriques n'est pas recommandée. Les lignes directrices sont très uniformes. Pour la plupart des patients atteints d'une COVID-19 légère à modérée, c'est-à-dire des patients non hospitalisés ou hospitalisés mais pas gravement malades. En général, ils ne devraient pas recevoir d'antibiotiques empiriques, à moins de savoir avec une grande certitude qu'il y a des bactéries en cause. La situation est un peu plus controversée pour les patients gravement malades. Comme on l'a vu, le risque de co-infection ou d'infection secondaire peut être un peu plus élevé chez ces patients. C'est probablement moins à cause de la COVID-19, mais plus à cause d'infections nosocomiales, comme la pneumonie sous ventilation assistée, et en raison de l'acuité de leur maladie. L'administration opportune d'antibiotiques a vraiment aidé à améliorer les résultats de ceux qui ont de vraies infections. C'est pourquoi il y a un peu d'incertitude d'une ligne directrice à l'autre quant aux mesures à prendre pour les patients gravement malades. L'OMS et Surviving Sepsis Campaign recommandent d'utiliser des antibiotiques empiriques chez les patients ayant la COVID-19. Par contre, les lignes directrices du Royaume-Uni et de NICE, ainsi que de l'Ontario, ne recommandent pas l'utilisation d'antibiotiques à moins de fortement soupçonner une infection bactérienne. Par exemple, si les patients présentent des symptômes caractéristiques d'une infection bactérienne, comme des résultats localisés à la radiographie. Les lignes directrices du groupe de travail néerlandais sont un peu plus prudentes. Elles suggèrent généralement de restreindre l'utilisation des agents antibactériens aux patients chez qui la COVID-19 est confirmée ou très probable. Mais cela s'applique surtout aux patients légèrement ou modérément malades. Donc, un peu d'incertitude quant à ce qu'il faut faire pour ces patients gravement malades. La diapositive suivante porte davantage sur les recommandations locales. L'Ontario a des lignes directrices sur la gestion de la COVID-19 en termes de traitement immunomodulateur antimicrobien. Celle-ci s'éloigne des antibiotiques empiriques. Un dernier clic pour consulter les recommandations sur ces antibactériens. Ces lignes directrices s'éloignent généralement des antibiotiques empiriques pour les cas de COVID-19 gravement malades, à moins qu'il y ait un risque de co-infection bactérienne. Pour les patients légèrement ou modérément malades, il s'agit de cas hautement probables ou confirmés de COVID-19 et qu'il n'y a aucune preuve de pneumonie bactérienne. Les antibiotiques sont à éviter. La prochaine diapositive donne un peu plus de détails sur la ventilation des différentes recommandations à prendre en compte. Ceci provient des lignes directrices du groupe de travail néerlandais.
On recommande d'éviter les antibiotiques chez les patients où la COVID-19 est hautement probable, surtout ceux qui sont légèrement ou modérément malades. Il s'agit d'une recommandation faible avec des données probantes de qualité généralement faible. Mais on recommande l'antibiothérapie empirique si les résultats radiographiques montrent une co-infection ou si le patient est gravement immunodéprimé. C'est une recommandation faible. Mais on précise que si une antibiothérapie est commencée, il faut un plan de sortie. Donc, on ne veut pas juste prendre des antibiotiques indéfiniment. On recommande fortement d'effectuer une hémoculture et une culture d'expectoration avant de commencer l'antibiothérapie pour pouvoir réévaluer la situation peu après. On ne recommande pas de couverture atypique, sauf si la Legionella est fortement soupçonnée chez ce patient ou dans cet hôpital. Et si les cultures d'expectoration et de sang sont négatives, il est raisonnable d'arrêter l'antibiothérapie à 48 heures. Pour ceux qui ont besoin d'antibiotiques, une thérapie de 5 jours est raisonnable. Diapositive suivante. La plupart des recommandations dont j'ai parlé portent vraiment sur les patients hospitalisés. Qu'en est-il des patients dans la collectivité? Choisir avec soin a d'excellentes recommandations pour prendre en charge les infections respiratoires, surtout à l'ère de la COVID-19, y compris quels critères justifieraient une visite en personne plutôt que virtuelle et lesquels justifieraient le recours aux antibiotiques. Ainsi, pour les patients non hospitalisés dont la COVID-19 est soupçonnée ou confirmée, s'ils ont de la fièvre, des symptômes respiratoires, mais pas d'essoufflement, une visite virtuelle est tout à fait raisonnable. Mais en cas d'essoufflement, de crainte d'infection bactérienne ou de signes suspects comme des douleurs thoraciques ou des étourdissements, une visite en personne est recommandée. Ces recommandations expliquent et renforcent le fait qu'il n'y a vraiment aucun rôle pour les antibiotiques chez les patients non hospitalisés atteints de la COVID-19. Ce sont d'excellentes recommandations pratiques et elles couvrent beaucoup d'autres infections respiratoires aussi. Je vous encourage à les consulter lorsque vous en aurez le temps. Maintenant, appliquons certaines de ces informations à un cas de patient assez typique. Il s'agit d'un homme de 56 ans avec une nouvelle fièvre et une toux grasse. Ses antécédents médicaux sont significatifs. Pour l'hypertension et à l'examen, vous constatez qu'il a une bonne forme d'oxygénation à 97 % sur l'air ambiant et une fréquence respiratoire de 22 par minute. Le patient a de la fièvre de 38,6, mais il n'est pas en détresse respiratoire. Son taux de globules blancs est de 7,4 et une radiographie du thorax révèle des opacités disséminées, mal limitées, bilatérales dans toutes les zones pulmonaires. On a demandé un écouvillon NP pour la grippe COVID-19 et on attend les résultats. Pensez à la façon dont vous prendriez en charge ce type de patient. C'est plutôt une question qui encourage l'autoréflexion. Mais en général, on considérerait que ce patient a une COVID-19 légère. Il n'y a pas vraiment de preuve de pneumonie bactérienne d'après les renseignements fournis ici, les résultats des radiographies et le taux de globules blancs, par exemple. On recommanderait donc de ne pas administrer d'antibiotiques à ce patient. Et même pour les patients modérément malades avec une présentation similaire, il faut vraiment éviter les antibiotiques pour réduire le risque d'effets secondaires, de C difficiles et d'organismes résistants aux antimicrobiens qui peuvent être sélectionnés par une antibiothérapie inutile. Diapositive suivante et conclusion. On a montré que la COVID-19 présente un risque potentiel d'aggraver la résistance aux antimicrobiens. Et il semble que la majorité d'entre vous croient qu'il y a certainement un risque que la RAM augmente en raison de la COVID-19. On a constaté que dans l'ensemble, la co-infection bactérienne est plutôt rare chez les patients atteints de la COVID-19. Par contre, la prescription d'antibactériens est assez élevée, au moins 70 à 75 %.
Il faut donc s'efforcer d'améliorer la qualité de la prescription d'antibiotiques chez ces patients. Plus particulièrement, éviter l'antibiothérapie empirique chez les patients atteints de la COVID-19, sauf s'il est clairement établi que le patient a une pneumonie bactérienne ou qu'il est gravement malade ou immunodéprimé. Si la prescription d'antibiotiques est nécessaire, on doit effectuer une hémoculture et une culture d'expectoration avant l'antibiothérapie. Il faut toujours réévaluer le traitement au bout de 48 heures, que le patient ait la COVID-19 ou non, et l'interrompre si la COVID-19 est confirmée et que les cultures de sang et d'expectoration sont négatives. Voilà qui conclut notre présentation. Des références seront disponibles après cette présentation, probablement au cours des prochaines semaines. Elles seront disponibles en français et en anglais. Je m'arrête ici. Nous serons heureux de répondre à vos questions. Merci, Val et Brad. C'était une excellente présentation. Nous allons maintenant passer aux questions. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'entrer votre question dans la fenêtre dédiée, vous êtes invité à le faire. Voici une première question pour briser la glace. Quels gestes concrets les travailleurs de la santé peuvent-ils poser dans leurs hôpitaux en ce moment pour aider à améliorer la gestion des antimicrobiens pendant la pandémie de la COVID-19? Oui, merci Jenny. C'est une question très importante. J'ai fait des présentations semblables dans d'autres hôpitaux. Voici l'un des messages clés qui ressort de cette discussion. Comment peut-on avoir un impact sur les soins aux patients dans une perspective plus large à l'échelle du système? Beaucoup ont suggéré qu'on pourrait réévaluer les ensembles d'ordonnances et les ordonnances pré-imprimées, qu'elles soient électroniques ou non, destinées aux patients ayant la COVID-19. De nombreux hôpitaux peuvent avoir des ensembles d'ordonnances liées à la COVID-19 qui comprennent des antibiotiques. Et c'est une occasion importante de décider comment encadrer ces recommandations pour les antibiotiques. Incluez-vous les antibiotiques dans ces ordonnances ou précisez-vous très clairement qu'il y a des critères précis pour la prescription d'antibiotiques? Cela pourrait faire une différence à l'échelle de l'hôpital pour prévenir la surutilisation d'antibiotiques. Une autre approche adoptée par de nombreux hôpitaux consiste à signaler les patients positifs à la COVID-19 et à envisager de signaler le chevauchement des patients positifs à la COVID-19 et qui prennent des antimicrobiens comme étant un problème potentiel pour la prescription inappropriée d'antibiotiques et cibler spécifiquement ces patients. Voilà donc quelque chose qui peuvent être faites en très peu de temps. Mais il faut certainement que les autres acceptent de le faire pour réaliser ces stratégies. Val a peut-être quelque chose à ajouter. Je pense que vous avez couvert la plupart des points importants. Merci. D'accord. Voici la première question des participants. Rohit demande, pendant la pandémie de la COVID-19, des stéroïdes ont été prescrits. Cela contribue-t-il à la prescription excessive d'antibiotiques en prophylaxie? Oui, il y a des preuves que les stéroïdes peuvent aider à améliorer les résultats chez les patients atteints de la COVID-19. Surtout les patients qui ont besoin d'un soutien respiratoire ou d'une oxygénothérapie. Et pour cette raison, il y a un risque potentiel que les patients soient immunodéprimés et à plus haut risque d'infection potentielle ou d'infection secondaire. C'est une des choses que l'on espère étudier dans le cadre de notre prochain examen rapide. On veut évaluer des études qui incluaient des patients recevant des corticostéroïdes afin de voir si, au niveau de la population, ils ont une incidence sur le taux de co-infection dans ces populations. Mais malgré l'utilisation élevée des corticostéroïdes dans de nombreuses infections à la COVID-19, on ne voit toujours pas de taux très élevé de co-infection bactérienne chez ces patients.
mais on gardera un œil là-dessus. À mesure qu'on obtient des données, ce sera plus tard dans la pandémie et on sait que l'utilisation de corticostéroïdes a commencé à augmenter à mesure que les données probantes étaient disponibles. On pourrait commencer à avoir une image un peu différente avec le temps. Mais oui, il est certainement important de noter que les corticostéroïdes peuvent accroître le risque de co-infection chez les patients. D'accord. La question suivante vient de Boys. Il semble que la réduction globale de l'utilisation des antibiotiques soit attribuable à la diminution des soins fournis. Mais si on la calcule par taux ou par milliers de jours patients, elle a augmenté. Cette supposition est-elle juste? Oui, dans l'une des études que j'ai montrées, une étude unicentrique axée sur un seul hôpital, ils ont constaté que l'utilisation d'antibiotiques avait diminué, mais aussi les jours patients. Mais en calculant le rapport entre les deux, ils ont constaté que l'intensité du recours aux antibiotiques augmentait, ce qui est toujours problématique. C'est quelque chose qui s'applique aussi à d'autres milieux. Dans la communauté, comme on l'a vu, l'utilisation des antibiotiques et les visites des patients ont diminué. Alors oui, il faut tenir compte de l'intensité de l'utilisation, mais aussi du volume global d'utilisation. C'est pourquoi cette étude a fait état de ces deux mesures. Voici la prochaine question. Du point de vue de l'application des connaissances, que pensez-vous de réduire la prescription inutile d'antibiotiques dans les soins actifs pour les patients hospitalisés ayant la COVID-19? C'est une excellente question. Elle s'aligne sur la première question que vous avez posée, Jenny. Donc oui, des choses comme réévaluer vos ensembles d'ordonnances. Trouver des façons de signaler les patients positifs à la COVID-19 et recevant des antibiotiques. Ce sont des approches clés qui peuvent être utilisées, je crois. Très bien. La prochaine question vient de Gary Garber. Bonjour Gary, heureuse de vous voir en ligne. Sa question. Comme 90% des tests de dépistage de la COVID-19 sont négatifs, dans quelle mesure êtes-vous certain qu'une présentation de pneumonie modérée est en fait la COVID-19 avant les résultats? Ne devrait-on pas mettre l'accent sur l'arrêt des antibiotiques empiriques lorsque la COVID-19 est détectée? Bon, il y a plusieurs points ici. C'est un très bon point qui souligne pourquoi il s'agit d'une question particulièrement difficile. D'emblée, il est difficile de dire si tel ou tel patient a la COVID-19 ou une infection bactérienne ou les deux. On sait que les deux sont peu probables, mais d'un point de vue empirique, les deux sont peu probables parce qu'on a constaté que le taux de co-infection est probablement inférieur à 5 chez ces patients. Il ne faut donc pas anticiper de co-infection. Mais si le patient présente des symptômes typiques d'une pneumonie bactérienne en dehors du contexte de la COVID-19, on a aussi ce problème. Des choses comme des changements radiographiques, des infiltrations lobulaires localisées, l'utilisation de valeurs de laboratoire comme le taux de globules blancs, l'examen des symptômes et l'osculation du patient, etc. Aucune de ces mesures n'est parfaite, mais elles peuvent aider à savoir qu'il s'agit probablement d'une infection à la COVID-19 ou d'une infection bactérienne, en plus du risque épidémiologique du patient. Par exemple, a-t-il été en contact étroit avec un cas ou est-il probable qu'il a la COVID-19? Il y a beaucoup de facteurs en cause. Et l'une des choses les plus importantes, c'est de réévaluer l'utilisation des antibiotiques au bout de 48 heures. Beaucoup de programmes de gestion le font. Après 48 heures, on regarde à nouveau et on se dit, bon, cas positif à la COVID-19, la radiographie pulmonaire ne montre aucun signe d'aggravation ou d'infiltration localisée. Il est raisonnable d'arrêter l'antibiothérapie.
Mais lorsqu'il y a une forte circulation communautaire de la COVID-19, si on commence à utiliser une antibiothérapie empirique pour chaque patient dont la COVID-19 est soupçonnée, par opposition à la pneumonie, ce peut être très problématique et mener à une utilisation très élevée d'antibiotiques. Il est donc très raisonnable d'éviter les antibiotiques dans les cas légers à modérés où il y a un très faible soupçon clinique de pneumonie acquise en communauté. PAC. C'est une question très difficile. Merci de l'avoir posée. D'accord. Question suivante. En termes de gestion des antibiotiques, surtout pendant la pandémie, que fait-on pour éduquer les professionnels de la santé? Des études antérieures sur la formation des professionnels de la santé ont montré des pratiques et expériences diverses en matière de prescription. Oui, merci pour cette question. Je crois que Brad et moi vous dirons que pendant la COVID-19, nous avons été débordés de tâches et d'autres contenus d'éducation portant sur la gestion en général ont été mis en veilleuse. Mais nous avons fait du travail passif en application des connaissances. Différents groupes nous ont dit que notre examen rapide a éclairé certaines des pratiques de prescription en ce qui concerne la COVID dans les hôpitaux spécifiquement. Et Choisir avec soin a fait un excellent travail en créant certains de ces algorithmes, surtout pour les visites virtuelles, qui présentent un scénario très différent de ce que l'on connaissait auparavant et qui peuvent avoir un certain impact sur la prescription d'antibiotiques. C'est donc une façon détournée de dire que, malheureusement, on n'a pas eu autant d'occasions de faire ce type d'éducation interactive directe. Mais on a essayé d'intégrer des moyens passifs de diffusion et d'application des connaissances pour vraiment essayer de faire passer ce message. Brad, voulez-vous commenter certaines des rétroactions que vous avez entendues ici et à l'étranger sur certains des travaux que nous avons faits au sujet de la co-infection? Oui, même quelque chose d'aussi simple que notre résumé visuel a fait le tour de l'Internet et des hôpitaux dans différents milieux à travers le monde. Comme une sorte de rappel utile pour les cliniciens d'avoir cette discussion. J'ai entendu dire de façon informelle que notre travail a contribué à éclairer certaines discussions avec des fournisseurs au sujet de la surutilisation des antibiotiques chez les patients de médecine interne, par exemple. C'est donc une approche utile de l'application des connaissances, avoir l'information disponible sous forme de texte et sous forme visuelle pour aider à appuyer davantage ce message. Une autre question de Gary. Regardez-vous l'utilisation d'antibiotiques dans les hôpitaux en comparant la première vague, où les données n'étaient pas claires au sujet de la co-infection bactérienne, par rapport à la deuxième ou à la troisième vague? Y a-t-il un effet d'apprentissage? Oui, merci Gary pour cette question. Dans le cadre d'un examen rapide, lors de la deuxième vague qu'on a vue d'avril à juin, on a constaté que la prévalence de la prescription d'antibiotiques, surtout chez les patients hospitalisés, diminuait. Ce n'est peut-être pas le cas, ce n'est pas très précis. On a juste une idée du début, on ne connaît pas vraiment la durée, ou il y a très peu d'informations sur la sélection même des antimicrobiens. C'est un domaine que l'on veut examiner de plus près, peut-être à l'échelle locale en Ontario, lors de notre enquête semestrielle sur l'utilisation des antibiotiques, parce qu'on veut le suivre sur plusieurs mois si possible. Mais je pense qu'il y a eu une courbe d'apprentissage en termes d'utilisation empirique, mais il serait intéressant de connaître l'impact plus global en ce qui a trait à la durée de la thérapie si les gens l'ont réévalué au bout de 48 heures à mesure que la pandémie progressait. Brad, aviez-vous autre chose à ajouter? Je n'ai rien à ajouter. C'est parfait. D'accord. Prochaine question. Avec la prescription d'antibiotiques, s'inquiète-t-on de l'infection fongique? Je dirais que oui, surtout en ce qui concerne certains des traitements que l'on utilise actuellement contre la COVID, comme le tocilizumab.
Malheureusement, on l'a considéré comme dépassant la portée de nos examens et on ne l'a pas vraiment examiné ni saisi. Il n'y avait pas beaucoup d'études, mais c'était probablement un sujet d'intérêt pour certains. Et je pense qu'il y a plus de possibilités de l'examiner. Brad, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, les infections fongiques dépassaient la portée de nos examens, mais d'autres ont mené des examens semblables à ce sujet et ont constaté que dans l'ensemble, les taux d'infection fongique sont relativement faibles. Il y a certes des inquiétudes chez les patients qui peuvent être plus à risque d'infection fongique. Par exemple, les patients qui reçoivent une thérapie immunosuppressive, qui sont aux soins intensifs, qui ont été exposés dans la communauté. On ne l'a pas examiné en particulier, mais je crois que c'est une préoccupation, mais relativement faible par rapport aux autres résultats associés à la COVID-19. D'accord. Prochaine question. Avez-vous des données indiquant si la transition vers les soins virtuels a entraîné une hausse de l'utilisation des antibiotiques dans l'ensemble des milieux des soins primaires? Je peux répondre. Notre présentation a mentionné brièvement les données de l'Agence de la santé publique du Canada pour l'été 2020, je dirais, qui examine l'utilisation des antibiotiques de 2019 à 2020. On a constaté dans le contexte des soins primaires que l'utilisation des antibiotiques avait diminué d'environ 30 au cours des premiers mois de la pandémie et qu'elle semblait rester faible. On n'a pas de données plus tard au cours de la pandémie pour voir si l'utilisation avait remonté, mais on espère l'examiner en Ontario. Alors oui, il y a eu un virage vers les soins virtuels, mais il y a peut-être moins de recherche de soins en général. Et d'autres facteurs, comme la distanciation physique, l'hygiène et le port du masque, peuvent avoir eu un impact sur les infections respiratoires généralement traitées par des antibiotiques en contexte de soins primaires et qui n'en ont pas nécessairement besoin. Beaucoup de facteurs ont entraîné ce changement et une diminution des antibiotiques en contexte des soins primaires. Bien. Question suivante. Les efforts déployés pour traiter et gérer les patients ayant la COVID-19 et les lignes directrices en constante évolution dans le monde entier ont-ils pu contribuer à la surutilisation des antibiotiques? Je vois que Rohit a écrit « Comme les macrolides ». C'est une bonne question et je ne le sais pas vraiment. Brad a présenté des lignes directrices qui traitent de cette question, mais ce n'est certainement pas exhaustif. Et dans d'autres régions du monde, il peut y avoir des approches différentes. Je pense qu'il sera intéressant de voir notre mise à jour, car il y en a beaucoup plus. L'examen rapide précédent a beaucoup mis l'accent sur ce que faisait l'Asie, car c'est de là que venait la pandémie. Mais il sera intéressant de voir ce que l'on découvrira à mesure que l'on mettra à jour l'examen en y ajoutant d'autres articles, et je pense qu'il y aura plus de variabilité dans les régions géographiques faisant des études. Alors oui, il sera intéressant de voir si les taux sont les mêmes ou s'ils changent avec le temps. Nous pensons que ça va baisser. Mais oui, je pense que ça reste à voir. D'accord. Question suivante. Le diagnostic microbiologique de la pneumonie acquise en communauté est difficile à établir dans le meilleur des cas, les cultures d'expectoration n'étant pas sensibles. Pensez-vous que ces taux de co-infection reflètent exactement la réalité? C'est une excellente question. Je pense que c'est l'une des limites que nous avons soulignées dans ce travail. C'est qu'il y a un risque de sous-estimer la probabilité d'une co-infection bactérienne en raison de la sensibilité plus faible des cultures d'expectoration, comme vous l'avez mentionné. Ce ne sont pas tous les patients qui arrivent à l'hôpital avec un risque de pneumonie acquise en communauté et qui reçoivent des cultures d'expectoration.
Pour cette raison, on a aussi inclus l'hémoculture lorsqu'elle était disponible. Bien sûr, ce n'est pas parfait non plus, car l'hémoculture n'est pas toujours positive dans un cas d'une véritable pneumonie bactérienne. Mais d'un autre côté, il y a un risque potentiel de surestimer la pneumonie parce que certains hôpitaux utilisent des cultures d'expectoration sans discrimination, sans la corrélation clinique pour dire que ce patient, en fait, a une véritable infection bactérienne par opposition à une colonisation avec ces organismes. On pourrait donc aller dans un sens ou dans l'autre en termes de surestimation ou de sous-estimation. En l'absence de meilleures approches de diagnostic, je pense que c'est une limite que nous devons simplement reconnaître à ce stade. D'accord. Une autre question. La vaccination peut-elle avoir une répercussion sur les tendances de la RAM, le recours aux antibiotiques? Je pense que c'est l'un des nombreux facteurs, tout comme la première diapositive qu'on a montrée avec des puces différentes. Par exemple, je crois que si les patients hospitalisés ayant la COVID-19 reçoivent beaucoup d'antibiotiques et que nous réduisons le nombre de personnes qui arrivent à l'hôpital avec la COVID-19, nous allons en avoir moins. Mais alors, au moment où on entre possiblement dans une phase de rétablissement et que l'on recommence, en quelque sorte, à faire ce que l'on faisait avant, est-ce que cela va augmenter l'utilisation d'antibiotiques dans d'autres domaines? Je ne sais pas. Brad? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs en jeu, mais la vaccination est certainement. J'espère qu'elle aura une grande incidence qui nous aidera à réduire le risque de surprescription pour les patients ayant la COVID-19. Parce qu'on voit déjà les résultats de la vaccination ici en Ontario avec une diminution du nombre de cas. Donc, oui, l'utilisation d'antibiotiques va probablement augmenter pour d'autres raisons. Mais en termes de COVID-19, je pense que c'est certainement une bonne chose. Si on parle de l'utilisation inutile d'antibiotiques, oui, je pense que la vaccination contre la COVID-19 pourrait certainement réduire l'utilisation inutile d'antibiotiques dans ce contexte. D'accord. On veut savoir si vous avez des recommandations à l'intention des maisons de soins infirmiers. Oui, merci d'avoir posé cette question. Je pense que c'est une population importante qu'on ne veut certainement pas négliger. Je viens de taper quelque chose dans la fenêtre de réponse. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais aussi la mettre dans le clavardage. Les recommandations s'appliquent essentiellement à l'ensemble de l'Ontario et ne se visent pas spécifiquement un milieu donné. Donc, elles s'appliquent aux patients ambulatoires, hospitalisés et dans des milieux de soins de longue durée. Disons que la plupart des patients contractent la COVID-19 dans un foyer de soins de longue durée. Parfait. Pietro Vance vient de partager ça. Pour la plupart des patients qui contractent la COVID-19 dans un milieu de soins de longue durée et qui n'ont pas besoin d'oxygène ou en ont besoin d'un peu, mais ne sont pas transférés à l'hôpital pour des soins intensifs. Le risque de co-infection bactérienne, selon notre examen rapide, est faible chez ces patients. Et l'antibiothérapie empirique ne serait pas nécessaire à moins qu'il y ait un fort soupçon d'infection bactérienne, en raison des résultats d'une radiographie pulmonaire ou d'un taux très élevé de globules blancs, ou d'un indicateur permettant de soupçonner fortement une pneumonie. Alors, j'espère que ces recommandations vous seront utiles dans le contexte des soins de longue durée. D'accord. Il ne reste plus de questions dans la fenêtre de questions. Pour conclure notre séance de formation SPO, je tiens à remercier Valérie et Bradley pour leur présentation. Je remercie aussi tous ceux et celles qui se sont joints à nous aujourd'hui.
C'est formidable de voir une participation virtuelle aussi forte pendant une période aussi difficile pour les professionnels de la santé. Pour accéder aux présentations antérieures de la formation SPO et voir les séances à venir confirmées, consultez le site web de SPO sous Formations et événements et cliquez sur Présentation. Enfin, vous recevrez sous peu un court sondage anonyme pour la séance d'aujourd'hui. Veuillez le remplir pour nous aider à améliorer notre programmation. Merci et bonne journée.